un orateur va au-delà de ce qu'il a prévu de dire grâce à son public. Cette phrase, pour moi, résume bien ce que doit être l'art oratoire. Alors, je m'appelle Pierre Deric et j'enseigne l'art oratoire, j'enseigne aussi le chant. Et à côté de ça, je suis chanteur-compositeur. J'ai exercé l'architecture pendant 3 ans et après, je me suis réorienté vers la musique. Je crois que mes grandes passions quand j'étais plus petit, c'était de faire des cabanes. En fait, j'avais la chance pour aller à l'école, depuis la maison de mes parents, j'allais à l'école à pied par les champs. Et parfois, lorsque je rentrais chez mes parents depuis l'école, je mettais 3 heures à rentrer parce qu'entre-temps, je construisais une petite cabane. Alors, collège-lycée, j'étais pas forcément un bon élève, je crois que je faisais vraiment le minimum et que ça se passait bien comme ça. J'étais franchement passionné par tout ce qui touchait à l'art, beaucoup plus littéraire que matheux, ça c'est sûr. Alors, en effet, j'étais vraiment tourné vers ce qui était créatif. J'adorais l'art plastique, par exemple. Mais j'avais pas du tout une idée précise du métier que je voulais faire ensuite. Ça, absolument pas. Et ça s'est décidé au moment où j'ai eu mon bac, où là, je me suis en fait dit, tiens, est-ce que je vais aux Beaux-Arts, est-ce que je vais faire de l'architecture? Et ce qui m'a fait basculer, c'est que j'avais le sentiment d'avoir besoin d'être cadré par une discipline qui vraiment était elle-même cadrée dans une utilité, dans une fonction précise. Je ne dis pas évidemment que l'art n'a pas de fonction, loin de là, mais l'architecture, créer un bâtiment, ça répond tout le temps à un programme qui est extrêmement précis et concret. J'ai fait un bac littéraire et art plastique, et puis après j'ai pu rentrer directement en école d'architecture. Voilà, et pendant toutes mes études en archi, je me suis toujours dirigé vers des studios, donc vers des options qui vraiment nous mettaient en jeu d'un point de vue très créatif et non pas trop technique. Toujours essayer de développer un imaginaire et d'aller au fond des choses. Et par exemple, je me souviens d'un exercice magnifique qu'un prof m'avait fait faire. Il s'agissait de noter des rêves. Et donc, j'avais dû noter une centaine de rêves que j'avais dû dessiner même. Et ensuite, en tirer toutes les qualités d'espace qu'il y avait dans ces rêves-là. Et ensuite, ces qualités d'espace, je les avais réinvesties dans un projet d'une maison. Une maison totalement rêvée pour le coup. Et ça, c'était vraiment un très bel exercice, ouais. Je crois vraiment qu'il y avait un très fort goût, comme je disais, pour la création, mais aussi pour, j'allais dire, d'un point de vue plus politique et sociétal, d'œuvrer pour la cité, pour le vivre ensemble. Je crois qu'il y avait vraiment ces deux choses-là qui se rencontraient. Alors, j'ai exercé pendant 3 ans après mon diplôme. J'ai aussi bossé pendant mes études d'architecture où j'étais à mi-temps chez mon prof. Là, le quotidien de l'architecte, c'est le face-à-face avec l'écran de l'ordinateur. Et en fait, évidemment, je pense que tout le monde le sait, dans l'architecture, il y a une donnée vraiment, c'est celle du stress, c'est celle de la deadline, parce que très souvent, les projets sont très longs à concevoir, parce que l'architecture est une discipline extrêmement complexe, dans laquelle il faut mobiliser des connaissances qui concernent vraiment plein de domaines différents. Si bien que terminer une esquisse, ça prend beaucoup de temps. Bon, donc il y a cette fameuse culture de la charrette chez les architectes, qui est une culture, à mon sens, assez toxique, où il s'agit vraiment de donner tout ce qu'on a pour réussir dans les temps, et donc on ne dort plus et on ne fait que travailler. Voilà. Donc moi, je suis pleinement passé dans cette culture de la charrette. Je crois qu'en ce moment, c'est en train d'un petit peu s'assouplir, et heureusement. Et donc voilà, donc, une journée typique, c'était arriver à 9h, départ peut-être à 19h. Et voilà, et puis avec quelques beaux rendez-vous dans la journée, donc ça pouvait être des réunions avec, je sais pas, des artistes avec lesquels on pouvait collaborer, mais ça pouvait aussi être des réunions avec des corps de métier beaucoup plus techniques, comme des électriciens ou des plombiers, voilà, de manière beaucoup plus terre à terre. Et c'était intéressant pour ça, ouais. Dans ma dernière agence,
on a répondu à un concours de réhabilitation urbaine. Et c'était moi qui étais en charge du dossier. Et lors de la visite de site, je me suis retrouvé avec des professeurs que j'avais eus en première année d'architecture. Et donc c'était un clin d'œil assez rigolo de les retrouver ici. Et après, on a réussi avec l'agence à finalement remporter le projet. Donc j'en avais tiré une petite fierté. En fait, c'est pas du tout par dépit que j'en suis parti. C'était plus par l'envie de me tourner vers une profession qui engage plus le corps. J'ai découvert le chant quand j'avais environ 20 ans et lorsque j'étais en troisième année d'archi. Et depuis lors, j'avais réussi à vraiment mener les deux en parallèle. Et puis, voilà, je me suis dit, après avoir eu mon diplôme, que si je voulais faire quelque chose de sérieux avec le chant, il fallait que je passe par l'académisme et donc par l'étude concrète du chant au conservatoire. Et mon emploi me plaisait beaucoup en tant qu'architecte, mais il y avait quand même cet appel comme ça de la discipline physique, sur le fait de se relier à son corps, de ressentir ses émotions. Et puis je me considérais suffisamment jeune aussi à l'époque pour me donner une deuxième chance comme ça, pour tenter une nouvelle aventure. Et en fait, ce qui a créé le basculement, c'est l'obtention d'une bourse qui m'a permis d'aller ensuite étudier aux États-Unis. Je ne me souviens pas précisément du dernier jour, je me souviens par contre du jour où j'ai reçu l'email qui me confirmait que j'avais obtenu la bourse. Et je l'ai reçu lorsque j'étais au travail. Et je me souviens très bien l'avoir annoncé déjà à mes collègues et puis ensuite m'être isolé dans la salle de réunion, appeler mes parents pour leur annoncer. Ouais. Alors je crois qu'il y avait évidemment une immense joie. Et puis il y avait quelque chose, il y avait un horizon qui s'ouvrait, quoi. Voilà. Moi, à cette époque-là, j'étais totalement fasciné par la culture américaine et particulièrement par la culture afro-américaine. Et là, il y avait quelque chose qui s'ouvrait à moi et c'était vraiment un rêve qui commençait à prendre vie et à se concrétiser. Donc j'étais extrêmement heureux, ouais. La réaction de mon entourage, ça a été d'être un peu circonspect, c'est-à-dire de se dire, voilà, tu pourrais quand même garder le chant comme un violon dingue, euh, comme une passion secondaire à ta profession. Et de me voir tout quitter pour y aller à 100%, évidemment, ça les a effrayés, c'est sûr. Et c'est normal, et je les comprends parce que je détruisais, mais en tout cas, je mettais de côté tout ce pourquoi j'avais œuvré pendant mes études qui avaient quand même duré 5 ans, quoi. Je doutais pas trop. Je crois que j'étais vraiment animé d'un désir extrêmement profond qui m'avait quand même permis de réussir à tenir mes études au conservatoire, mon emploi à l'agence d'architecture et en plus le fait de réussir à avoir cette bourse. Donc voilà, je crois qu'il y avait une force motrice à l'intérieur qui m'avait permis de tenir ces trois enjeux. Donc décrocher la bourse, c'était vraiment quelque chose qui se concrétisait et qui me donnait confiance encore plus, quoi. Ce que le chant m'a permis de découvrir, c'est faire l'expérience de ces émotions, faire l'expérience de la vérité d'une émotion, de la vérité d'un état physique à l'instant où on le ressent. Et en fait, lorsqu'on est dans une discipline aussi cérébrale que l'architecture, parce que l'architecte, il imagine ce qui n'existe pas, donc c'est toujours une projection, c'est toujours quelque chose où on est un petit peu hors du réel. Et là, le chant, c'est l'inverse, ça nous remet dans un état de présence et un état de ressenti physique qui, moi, m'a vraiment remis en place, quoi. Ça m'a réorganisé, en fait. Et je crois que c'est ce basculement-là qui a ensuite généré tous ces choix de vie derrière. Lorsque je suis arrivé au conservatoire, ça a été un petit peu dur parce que en architecture, bah voilà, j'avais suivi un cursus normal, donc j'avais l'âge normal, mais quand je suis arrivé au conservatoire, bah, je faisais partie des plus vieux. Et donc j'avais autour de moi des gens qui étaient beaucoup plus jeunes et qui étaient bien meilleurs que moi surtout. Et donc ça a été un petit peu dur en termes de fierté personnelle de cohabiter avec ces personnes-là qui se débrouillaient bien mieux que moi. Alors en effet, arriver aux États-Unis, bon, c'est vraiment un rêve qui se réalise et puis nos imaginaires ont tellement été formatés à la vie américaine, à l'esthétique américaine que voilà, j'ai l'impression de vivre dans un film d'une certaine manière. Donc ça a créé un émerveillement constant et en même temps une sensation déjà comme si je connaissais déjà ce film. Et puis petit à petit, j'apprends vraiment la culture. Et moi, j'y allais vraiment particulièrement pour la musique afro-américaine parce que j'ai commencé à chanter dans des chorales de gospel à Grenoble. Et puis finalement, au fur et à mesure,
ça m'a appris qui j'étais moi. C'est-à-dire que pour faire très simple, pour faire très rapide, j'ai appris là-bas que je n'étais pas noir, quoi. Aussi bête que ça puisse paraître. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai commencé à composer en français et à ne plus composer en anglais. Donc finalement, partir aux États-Unis m'a rendu encore un petit peu plus français. Mon quotidien américain, c'était en effet me lever suffisamment tôt, comme dans les films, aller chercher son café en bas du bloc. Et puis après, beaucoup de cours, énormément de travail. Et puis le soir, j'étais ouvreur dans la salle de concert de mon école. Et donc grâce à ça, j'ai pu assister à de nombreux concerts de certaines de mes idoles. Ouais. Alors j'ai pu rester un peu plus longtemps que prévu parce que j'ai été agressé au pistolet. Et en fait, bon, voilà, je ne suis pas mort, tout s'est bien passé. Juste, la personne qui a fait ça m'a dérobé tout ce que j'avais sur moi, c'est-à-dire à peu près toute ma vie. J'avais mon ordinateur, ma carte son, mon passeport, bref, tout. Et grâce au remboursement de l'assurance, j'ai pu me repayer un semestre supplémentaire dans mon école. Donc finalement, je suis resté 3 semestres. Bref, au moment où je rentre en France, j'avais vraiment décidé que j'allais rester en France, que j'allais pas m'endetter, que voilà, ma bourse était terminée, je voulais pas rester plus longtemps aux États-Unis. Et quand je suis revenu en France, je me suis installé à Paris. Et là, ça a été, voilà, il a fallu tout recommencer à zéro, quoi. Ça a été difficile parce que je m'étais un peu promis de ne pas recommencer l'archi et de rester dans le domaine du chant, dans le domaine de la musique. Et donc là, j'ai dû un petit peu me réinventer. Et le premier appui professionnel, le premier endroit où j'ai pu commencer à trouver une fonction aussi sociale, c'est celle d'être prof de chant. En soi, l'acte de transmettre me plaisait et que je voyais que ça fonctionnait bien et donc que j'en tirais un plaisir, que ça me faisait aussi progresser par ailleurs moi dans ma pratique du chant. Et puis à constater le plaisir aussi qui était pris par mes élèves, forcément, ça crée une espèce de cercle vertueux. Ce qui m'a permis de tenir, en fait, tenir mon activité, ouais. Alors ça a été un enchaînement de hasards, de rencontres. Et en fait, on m'a appelé pour être coach vocal sur le concours d'éloquence qui s'appelle Eloquentia. Et moi, je suis arrivé, donc c'était organisé à Paris 8. Je suis arrivé dans cette espèce de grande machine comme ça, ce grand concours d'éloquence qui brassait plein de styles, plein de personnalités différentes. Et j'étais là uniquement en fait pour échauffer vocalement les candidats avant qu'ils n'entrent dans l'arène. Petit à petit, il y a mon enseignement, je crois, qui a parlé aux organisateurs, donc ils m'ont permis ensuite d'animer un module de formation sur la voix et sur la respiration de l'orateur. Et ce module-là, en fait, il a été filmé dans le documentaire à voix haute. Et en fait, il s'est passé une espèce de grand phénomène comme ça autour du film à voix haute qui a vraiment passionné en fait la France. Hein. Je crois qu'on peut le dire comme ça. Il est passé à la télé, après il a été racheté par le cinéma, après il est passé sur Netflix. Bref, il y a eu vraiment un avant et un après. Et au-delà de l'exposition que ça m'a permis d'avoir, le fait de me confronter à l'art oratoire pour la première fois, c'est là où je comprenais pas mal de choses, où je comprenais qu'en fait, l'orateur, il était engagé sur scène au même titre que le chanteur, et qu'il y avait beaucoup de ponts à faire entre la technique vocale du chanteur et la technique vocale de l'orateur aussi. Et en fait, j'ai commencé à creuser une pédagogie sur ces questions-là, que petit à petit, j'ai commencé à étoffer et que j'ai commencé justement à ouvrir mon spectre, non plus uniquement à la voix, mais au corps de manière générale. Alors l'art oratoire, c'est une technique physique très, très très précise qui permet à quiconque qui l'applique précisément, justement, d'accéder à l'éloquence. Voilà. C'est une technique qui a été inventée par Stéphane André et qui est enseignée donc à l'école de l'art oratoire. Et Stéphane André, moi je l'ai rencontré justement dans cette démarche que j'avais d'ouvrir mon spectre à l'ensemble du corps et puis surtout à réfléchir à la discipline de l'art oratoire d'un point de vue de la présence et de l'engagement du corps, et non pas trop de l'intellect et de l'écriture du discours. Moi, si j'avais quitté l'architecture, c'était bien justement pour rester dans ce qu'on appelle les arts vivants. L'art oratoire permet d'éviter le conflit, en tout cas permet de transformer les conflits en compromis, en tout cas en rééquilibrant les forces, sans passer par les mains, sans passer par les armes. Donc,
Actuellement, on vit une crise de la parole politique, entre autres. Et c'est pour ça que je crois que notre métier en tant que prof d'art oratoire a d'autant plus de sens. C'est que on a constamment cette conception de l'art oratoire qui est celle un petit peu d'opposer l'orateur à son public, de penser que le monde extérieur est une source de menace. L'art oratoire, c'est précisément l'inverse. C'est justement réussir à créer du collectif. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de conflit, mais ça veut dire que par le biais de la prise en compte de l'autre, par le biais aussi de la capacité à servir une intention, un objectif, on arrive à recréer un équilibre qui fait que malgré tout, on arrive à vivre ensemble, quoi. Ce qui a été important dans mon parcours, c'est que j'ai pu accéder à des grandes écoles finalement assez facilement en tant qu'enseignant, et ça n'a fait que confirmer pour moi cette intuition que c'était très important aux étudiants de proposer un cours qui remette le corps au centre. Et donc j'ai pu, et je donne toujours cours à Sciences Po par exemple, où évidemment qu'il y a une très haute exigence, il y a aussi une forme d'élitisme, mais replacer les étudiants dans leur corps, replacer les étudiants dans un rapport à la parole qui soit aussi très intuitif et très spontané, j'ai vraiment compris qu'il y avait une très très forte attente des étudiants pour ce genre d'exercice-là, et que de manière plus globale, dans notre société de l'écrit, historiquement on est vraiment très très tourné vers l'écrit, euh, l'oral, toujours cet enseignement de l'oral soulève chez les étudiants ou même chez les adultes dans les entreprises un très grand intérêt. Je le pratiquais beaucoup quand j'étais étudiant en architecture ou même quand j'étais architecte pour présenter mes projets. Et c'est vrai que j'avais déjà, je pense à l'époque, identifié ce plaisir que je pouvais avoir à faire de la présentation de mon projet un moment, un vrai moment. Je me souviens que parfois, après mes présentations, j'avais des camarades qui me disaient « c'est drôle, pendant tes présentations, on dirait que tu danses ». Et je crois que vraiment, pour moi, il y avait quelque chose qui était de l'ordre de, comme un comédien qui rentre en scène et qui prend en charge son public pour réussir à le faire rêver de la même manière que moi j'ai rêvé quand j'ai conceptualisé mon projet, quoi. Je pense que le lien entre ce que je faisais en tant qu'architecte et ce que je fais maintenant en tant que prof d'art oratoire, c'est avoir une idée, avoir une inspiration assez précise d'où on veut emmener l'élève, de la même manière qu'une inspiration précise de à quoi j'aimerais que le projet ressemble, ou en tout cas à quoi j'aimerais qu'il réponde. Donc c'est vraiment de l'ordre du sentiment, un peu de l'indicible, mais il y a quelque chose, et on sait à peu près où est-ce qu'on veut aller, on ne sait pas comment on va y arriver, mais voilà, il y a un point de fuite, il y a quelque chose qui doit prendre forme. Donc, et je vois vraiment ça comme un processus assez organique, quoi. Voilà, il y a plein de contraintes différentes, il y a plein de paradoxes, il y a plein de... Et puis à la fin, clouc, il y a une forme qui va exister. Comment devenir un bon orateur? Je crois que le dénominateur commun, c'est vraiment la capacité à sortir de soi. La capacité à avoir une présence extrêmement, extrêmement haute à son public, à tout ce qui se passe dans le réel autour de soi, et donc sortir de soi pour défendre une cause qui nous dépasse. C'est ça qui est vachement beau dans l'art oratoire, c'est que de prime abord, on peut penser que c'est un exercice extrêmement égocentré, comme ça, se montrer, essayer de bien parler, essayer de bien présenter, alors que pas du tout. Je pense que pour être un bon orateur, il faut être immensément modeste et disparaître derrière la cause qu'on cherche à défendre. Et en fait, sans être dans le moment présent, il n'y a pas de relation possible. Et s'il n'y a pas de relation possible, il n'y a pas de collectif possible. Il y a eu 2 rencontres, je crois, fondamentales dans mon parcours pro. La première, c'est mon chef de chœur à Grenoble qui m'a fait découvrir le gospel, qui s'appelle Franklin Akwamva. Et le second, qui est mon mentor dans l'art oratoire, c'est Stéphane André, qui lui a dédié sa vie à cette discipline et m'a transmis la technique qu'il a pu mettre au point. Le quotidien d'un coach en art oratoire, il est absolument irrégulier et il est très très divers, c'est-à-dire que j'ai pas réellement d'emploi du temps qui se répète. Les semaines s'organisent tout le temps très différemment les unes des autres. Par contre, il y a quand même une constante, c'est que l'enseignement de l'art oratoire
est vraiment extrêmement physique. Et donc, c'est la capacité à avoir un niveau de présence qui ne s'altère pas pendant des journées entières. C'est la capacité à rencontrer des publics extrêmement différents aussi, parfois voyager, plus ou moins loin. Donc, il y a quelque chose quand même voilà, de très musculaire, j'allais dire. Donc, j'ai voilà, 2 catégories d'élèves, les étudiants dans ces grandes écoles. Dans la plupart d'entre elles, les séminaires à l'art oratoire sont obligés. Ça leur donne en fait des outils techniques précis qui vont pouvoir, je l'espère, réutiliser tout au long ensuite de leur vie estudiantine et professionnelle. Et puis sinon, c'est dans les entreprises. Dans les entreprises, pareil, parfois c'est des gens qui viennent de leur propre chef, parfois ça leur est imposé. Et ça va permettre à ces gens-là, en fait, de participer à la vie de l'entreprise. Il y a une citation de Stéphane André que j'aime beaucoup, où il dit que l'écrit ne fait que entériner l'histoire. En fait, ce qui fait l'histoire, c'est l'oral, c'est la parole. Et qu'on soit dans une entreprise ou qu'on soit député, c'est la même histoire. Hein. C'est la capacité d'un coup, lorsqu'on est en réunion et qu'on a une fulgurance comme ça, paf, que la parole puisse surgir et qu'on puisse apporter notre brique à l'effort collectif. Donc voilà, c'est réussir à faire partie du monde et à défendre ses intérêts ou les intérêts du projet qu'on est censé défendre. Ouais. Il y a tout le temps cette problématique de la peur dans la prise de parole en public. Et cette peur-là, c'est une peur qui n'est pas innée, c'est une peur qui est acquise. Donc normalement, voilà, on peut la dépasser. On peut la dépasser à partir du moment où on se décentre de soi, justement. J'ai des élèves qui m'ont particulièrement marqué, comme un jeune homme qui préparait son bac de français. Et il était vraiment fortement atteint par un bégaiement. On a beaucoup bossé et j'ai eu un appel de sa mère après qui me disait qu'il avait eu 18 à son oral de français. Donc c'était vraiment une source de grande satisfaction. J'ai aussi une élève qui était à Sciences Po d'ailleurs, qui avait elle aussi un fort problème de timidité et elle s'est retrouvée présidente d'une association de démocratisation de l'art oratoire et elle-même formatrice ensuite à l'art oratoire. Donc j'ai trouvé que c'était un beau pied de nez. Une fois j'ai reçu un appel, il s'agissait d'une dirigeante d'une entreprise qui voilà, dirigeait plusieurs centaines de personnes. Et vraiment, lorsque cette dame m'a appelé, j'ai cru avoir au téléphone une fillette, quoi. Elle avait vraiment une voix extrêmement, extrêmement juvénile. Et donc, on a beaucoup travaillé sur cette problématique-là ensemble. En gros, il y a 2 pistes de travail. La première, c'est remobiliser l'instrument vocal qui, en fait, a été un petit peu abandonné. Et puis aussi, faire un petit peu bouger la conception qu'a la personne de son propre son, parce qu'il y a de très très forts déterminismes sur des déterminismes sonores, culturels, sociaux. Et réussir à faire bouger ça pour revenir dans un rapport organique à son propre instrument fait que la voix peut se déployer dans toutes ses potentialités, quoi. Alors, je crois que c'est quelque chose qui est important pour moi depuis le début. Finalement, c'est toujours cette problématique du vivre ensemble. L'art oratoire ne heurte pas les foules. L'art oratoire ne manipule pas les foules. En tout cas, l'art oratoire que moi je défends, une fois de plus, c'est cette capacité à sortir de soi pour servir plus grand et rassembler. Voilà. Donc une fois qu'on a dit ça, on a tout et rien dit, mais vraiment, c'est une discipline qui permet ça lorsqu'elle est bien utilisée, oui. Je fais partie d'un supermarché coopératif dans lequel il n'y a pas de salariés et je trouve que l'idée de partager les métiers qui sont, comment dire, durs et pas hyper intéressants, du genre caissier ou alors faire de la mise en rayon, etc., je trouve que c'est vachement intéressant comme idée et que finalement, faire ça 3 heures par mois, ça aère l'esprit, ça fait du bien à tout le monde et au moins on ne donne pas ces tâches difficiles à une seule personne qui devrait les faire du lundi au samedi, 8 heures par jour. Donc je trouve que c'est une belle démarche. Voilà. J'essaye modestement d'apporter un petit peu de mon énergie à la Flèche d'Or, qui est un lieu absolument incroyable. Et j'y vais parfois pour servir des bières au bar ou aider sur des maraudes. Mais voilà. Alors, quand je suis au bar, je n'essaye pas de faire de l'art oratoire. J'essaye juste d'être le plus efficace possible et de servir les clients
avec le plus beau sourire. Alors clairement, aux yeux de la société, je suis un enseignant, voilà. Et sur la partie artistique, c'est-à-dire mon projet musical, il est jeune, il est balbutiant, il est un peu fragile. Et c'est une autre aventure voilà, qui est à ses débuts, j'espère. Et c'est sûr que j'aspirerais à ce que cette aventure soit un petit peu plus solide et puis qu'elle continue encore suffisamment longtemps. Ouais. Ouais, actuellement, je suis en cours de réalisation artistique. Voilà. Parce que j'ai pas encore vraiment trouvé mon public. Tout est en développement, donc c'est aussi très excitant. Et en même temps, c'est très demandant. Voilà, on va voir comment l'avenir donnera forme à tout ça. Déjà, c'est évident, mais il faut l'identifier, c'est-à-dire qu'il y a les activités qui nous rétribuent, autant symboliquement que financièrement, des activités sur lesquelles on est attendu, donc ça c'est toute ma partie enseignement de l'art oratoire et du chant, donc qui place tout de suite dans une dynamique à laquelle il faut répondre. Et puis il y a ces autres activités où là personne ne nous attend. Il n'y a personne qui se lève le matin en se demandant tiens, est-ce que Pierre il a fait une nouvelle chanson? Et là, il faut, je crois, réussir aussi à mettre en place ces mêmes dynamiques, c'est-à-dire s'engager auprès d'autres personnes pour avoir d'une certaine manière des comptes à rendre aussi. Et normalement, cette espèce d'engagement vers l'extérieur plus la force motrice intérieure, ça devrait quand même réussir à mettre en place une forme de dynamique. Donc voilà, c'est une recherche constante du bon équilibre, voilà, sachant que c'est évidemment mouvant, quoi. Peut-être que ce que je changerais à mon parcours, c'est... Je pense que je reprendrai un petit peu mon organisation, parce que quand j'ai changé ma carrière, vraiment j'y suis allé, mais à l'aveugle, à la passion totale, et j'ai très peu anticipé. Donc je pense que j'aurais mis plus de temps à élaborer un plan assez précis, et puis je me serais moi-même un peu plus ménagé. Parce que j'ai eu tendance vraiment à pousser les limites de mon corps, de mes efforts, toujours dans cette logique de la charrette là, que j'évoquais quand je parlais de l'architecture. Et ça, je pense que vraiment ménager sa monture, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé mettre en place avant. Ouais. Je crois beaucoup plus à la logique d'interdépendance, au fait que si on arrive à faire des choses, c'est parce qu'en fait, il y a un contexte autour de soi. Ça n'empêche pas de dire que la volonté individuelle est en effet centrale et on peut faire des choses qui ne nous sont pas prédestinées. Pour autant, toutes ces choses qu'on arrive à faire, elles arrivent à éclore sur un territoire, oui, sur un sol qui est suffisamment accueillant avec les ressources nécessaires. Et donc, cette idée d'interdépendance, elle m'est très chère. Ouais. Alors, je suis très content et très fier de mon parcours. Voilà. Après, il y a parfois cette difficulté quand on a été dans autant de paysages professionnels différents, de réussir parfois à avoir une pratique qui unifie tout ça. Il y a parfois où j'ai l'impression de délaisser en fait certaines une partie de ma culture personnelle ou une partie de mes capacités. Et c'est vrai que parfois trouver des projets qui mettent tout ça ensemble, c'est un peu rare, donc ça crée une frustration. Donc, euh, donc voilà, l'épanouissement, pareil, hein, c'est un mouvement, c'est jamais... Parfois on est un petit peu épanoui, parfois on est un petit peu moins. Là en ce moment, je sais que j'aimerais bien me tourner un petit peu plus vers la recherche parce que j'ai besoin de remettre un petit peu plus de pensée, de réflexion, d'ouverture intellectuelle dans ma pratique. Donc voilà, c'est un work in progress. Quand je me balade à Paris, j'ai toujours le nez en l'air, en tout cas très fréquemment, et découvrir des nouveaux architectes, avoir cette sensibilité au bâti, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Ouais. Comme je disais, là, il y a des choses qui petit à petit se mettent en place sur le versant de la recherche en art oratoire. Il y a aussi peut-être sur ma pratique de l'enseignement du chant, je vais me tourner vers un public un peu plus professionnel maintenant aussi. Et puis, il y a mon projet musical qui va, je l'espère, vivre de manière un petit peu plus intense avec quelques dates de concert là, qui vont arriver. Donc, mon nom de scène, c'est Suzon. Et c'est de la nouvelle scène française décomplexée. C'est moi qui compose, c'est moi qui écris, c'est moi qui fais la musique. Donc pour l'instant, je suis seul, mais j'aspire à m'entourer d'une équipe, absolument. Depuis 10 ans, l'art oratoire bénéficie d'une forme de mode en France.
Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. C'est-à-dire, par exemple, on voit plein de concours d'éloquence se créer comme ça dans différents endroits. Et quand même, ce format de concours d'éloquence, il est quand même extrêmement restrictif parce qu'on est parfois un petit peu dans de la caricature de ce que pourrait être l'éloquence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus l'éloquence naturelle, l'éloquence du quotidien. Euh, et pour ça, ce que je regrette aussi un petit peu, c'est que beaucoup de personnes investissent la discipline au travers aussi de l'écrit beaucoup, ce qui est pour moi un contresens. Donc je ne suis pas sûr que le niveau est réellement en train de monter, même si le goût de la population française, a priori, est lui bien mobilisé sur le sujet. Ouais. Peut-être que la première des clés, c'est la capacité à s'intéresser à son public. C'est la capacité d'écouter avec les yeux. C'est-à-dire que l'orateur, quand il est bien en place, quand il fait bien ce qu'il a à faire, il écoute son public avec les yeux tout en parlant. Et ça crée cette parole qui est extrêmement vivante, extrêmement naturelle comme ça, et qui pour autant donne forme à un personnage, qui fait que l'orateur, au moment où il s'exprime, comme je le disais tout à l'heure, il n'est plus totalement lui-même, parce qu'il est transformé par son discours. Ok, alors moi voilà, c'est une petite habitude, une petite discipline que je me suis donnée et qui fonctionne extrêmement bien. Si ça peut inspirer certaines personnes, mon téléphone portable ne peut pas entrer dans ma chambre. Et depuis que je me suis donné cette discipline, je lis 10 fois plus. Je pense qu'il faut réussir à équilibrer l'élan, comme ça, l'inspiration qui nous permet de mobiliser de l'énergie avec le réel, quoi. Et donc pour ça, bien s'organiser. Essayer peut-être de mettre en place des scénarios, essayer de se donner quelques objectifs atteignables, essayer peut-être de tracer aussi ce qu'on met en place comme action pour pouvoir redresser la barre si besoin. Et vraiment toujours de bien ménager sa monture. Parce que évidemment, si la monture ne fonctionne pas, le projet ne se réalisera pas. Donc peut-être, oui, voilà, avoir suffisamment de responsabilité et de sang-froid pour organiser les choses. Je pense que on peut avoir plusieurs activités, mais il faut aussi, je pense, trouver leur dénominateur commun. Parce que l'idée de se dire qu'on peut tout faire, c'est faux. Même si tout peut nous intéresser, je crois que voilà, malheureusement, choisir, c'est renoncer. C'est dur à accepter, mais parfois, creuser un sillon peut apporter plus de satisfaction que s'éparpiller dans différentes disciplines. Le grand principe qui sous-tend ma pratique de l'art oratoire et qui sous-tend cette conception défendue à l'école de l'art oratoire, c'est que un orateur va au-delà de ce qu'il a prévu de dire grâce à son public. Cette phrase, pour moi, résume bien ce que doit être l'art oratoire. On peut faire en effet beaucoup de ponts entre l'architecture et l'art oratoire. C'est des ponts que je ferai par rapport à des moments donnés de l'histoire de l'architecture, c'est-à-dire que pour moi, un discours classique avec un fort usage de la rhétorique, bah évidemment, il y a un lien avec l'architecture elle-même classique où c'est une adjonction d'une grammaire comme ça architecturale. Et puis il y a l'architecture moderne. L'architecture moderne qui, elle, se libère complètement de la contrainte formelle et des dictates. Et là, pour moi, en effet, on touche plus à une forme d'éloquence naturelle. Donc voilà, c'est un sujet qu'on pourrait creuser longuement, mais oui, il y a forcément quelques ponts à faire entre les deux disciplines. Ouais.